Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence annuelle. Bonjour à toutes et à tous. Ce rendez-vous annuel va bien sûr traiter des résultats de l'exercice 2021, des faits majeurs qui ont marqué cette année et des orientations qui ont été données suite aux analyses des différents audits. Bien évidemment, ce sera un moment de partage. On répondra à l'issue de cette présentation à toutes vos questions. Et cette conférence, elle sera animée avec Philippe de Rênal, président du directoire, et Gonel Eliès, directeur financier. Si on en vient maintenant à quelques faits marquants qui ont marqué cette année, c'est bien évidemment le changement de gouvernance. Il y a une majorité des coopérateurs qui ont souhaité un changement qui s'est concrétisé par un changement de gouvernance et qui a conduit le 18 décembre à un nouveau conseil de surveillance qui a été profondément renouvelé, un nouveau président de conseil de surveillance et enfin à la nomination d'un nouveau président de directoire et d'un nouveau directeur financier. Pour la partie gouvernance. La gouvernance doit s'organiser, on va y revenir dans quelques instants. Néanmoins, pour avancer, il a fallu traiter de l'analyse de la performance. C'était le rôle et l'appui des audits. Mais tout ça, il faut que les hommes parlent entre eux et que les équipes s'organisent. Les équipes s'organisent entre élus et coopérateurs. Au niveau de l'organisation de la gouvernance, rappelez certainement que ces 12 000 coopérateurs qui ont souhaité un changement sont répartis sur 6 régions. 6 régions dans lesquelles il y a des sections pour organiser les élections, une organisation qui est locale dans chacune de ces régions, puisqu'il y a un conseil de région. Ces 6 régions, ces 6 sections élisent 140 délégués de région. Si on peut dire, ces délégués ou conseils de région, ce sont les grands électeurs qui participent au vote lors de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui élit à son tour le conseil de surveillance. On a souhaité bien évidemment organiser cette coopérative pour que cette gouvernance traduise le fait que c'est une coopérative et de prouver qu'avec un groupe de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le fonctionnement coopératif est possible. Donc on a organisé notre conseil de surveillance sur 3 pôles. Le pôle métier, commission betterave, commission pommes de terre, commission luzerne, commission nutrition animale. Un pôle finance, dans lequel il y a la commission finance qui analyse de fond en comble les chiffres, avec l'aide des services financiers de Tereos, et un comité d'audit qui était déjà mis en place sous notre impulsion depuis 2017, mais qu'on a renforcé dans son action. Et enfin, un pôle gouvernance pour justement organiser tous ces changements avec la mise en place ou le renforcement d'un comité de rémunération qui est quand même relativement unique dans une coopérative, un comité juridique et un comité de formation. Tout ça pour aboutir bien évidemment à plus de transparence, plus d'investissement, plus de responsabilité dans les élus et évidemment plus d'interaction entre les coopérateurs élus et les collaborateurs. Au niveau de maintenant, quand on a vu la façon de fonctionner, on voit sur quoi s'appuyer pour avancer. Alors bien évidemment, il y a déjà quelque temps qu'on avait nos analyses concernant l'efficacité ou la profitabilité de Tereos, mais le plus sage, le plus efficace, le plus objectif était de nous appuyer sur des audits. C'est ce que nous avions initié tout début janvier par 3 audits principaux, l'audit industriel, l'audit commercial, qui se déclinait en commercial amidon et commercial sucre, alcool, éthanol, et l'audit financier. Et tout ça pour nous permettre d'avoir une vue objective de la situation, et tous ces audits ont été réalisés par des sociétés extérieures. Ces audits vont nous permettre très prochainement de mettre en place un plan stratégique. Et ce plan stratégique, nous en avons besoin. Vous allez voir les résultats de Tereos. Et notre mission est aujourd'hui
d'accélérer rapidement la profitabilité de notre groupe. Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi et très heureux de participer à cette conférence de presse avec vous. C'est ma première conférence de presse. Bien évidemment, j'espère que ça sera la seule sous forme vidéo et que nous aurons l'occasion dans les prochaines de pouvoir partager le même endroit un peu plus traditionnellement. Mais écoutez, pour cette fois-ci, on va faire de la façon suivante. Donc après ce que vient de dire le président sur les faits marquants de la vie de la coopérative, moi je vous propose aujourd'hui donc de nous concentrer peut-être dans cette partie sur les faits marquants économiques qui ont sous-tendu cette année, parce que l'économie bouge, elle ne nous attend pas, elle est riche d'événements et d'imprévus. Donc je vous propose de balayer ces faits marquants de l'exercice et ensuite nous verrons les comptes qui en résultent. Alors sur ces faits marquants, et bien évidemment, nous vendons du sucre, vous le savez, et donc le marché mondial du sucre, il est répertorié sur le graphique que vous voyez, qui dit deux choses finalement, ce graphique. Il dit que le prix du sucre tendanciellement augmente, mais vous voyez qu'en mars 2020, il y a un accroc dans cette belle progression des prix du sucre. C'est tout ce qui est lié au Covid-19, à la pandémie, qui a eu des impacts, et on aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir pour voir les différents aspects. Mais vous voyez, d'ores et déjà, un impact important, c'est une chute de près de 40% des cours en très peu de temps, et depuis une remontée progressive, et qui continue d'ailleurs à l'heure actuelle. Et donc, vous voyez avec les deux chiffres horizontaux la moyenne à peu près de ventes qui en résulte. Et donc, sur l'exercice 2021 que nous avons enregistré, eh bien, nous avons enregistré quand même des prix du sucre et une meilleure valorisation des prix du sucre, mais qui venaient de très très bas, et donc qui se traduiront inévitablement dans nos comptes. Donc ces perspectives qui sont soutenues avec un marché en forte hausse, bien évidemment, soutient l'ensemble de nos activités sucrières. Et cette hausse, elle est guidée en grande partie par un déficit qu'il y a aujourd'hui entre la production et la consommation. Et nous verrons même qu'en Europe, ça a été quand même assez important, et surtout en France. Donc cette situation-là que vous voyez génère aujourd'hui des tensions sur le marché du sucre, des tensions assez durables qui se traduisent par des hausses de prix. Mais ce que vous voyez aussi dans l'alternance des barres rouges et vertes, eh bien, c'est que finalement, nous sommes sur désormais un marché cyclique, donc avec des variations à la hausse et à la baisse importantes, donc une autre façon de dire que ces marchés sont volatiles. Une précision, parce que vous voyez, les années se suivent et ne se relâchent pas. Aujourd'hui, sur le Brésil, où la campagne de canne à sucre a commencé, une sécheresse sévère touche ce pays. Et si l'an passé a été une année record, et on y reviendra, eh bien cette année s'annonce beaucoup plus difficile. Donc les choses changent vite sur ce marché. Sur le marché européen, ce que vous voyez, c'est une reprise des cours, mais qui est quand même assez intéressante. On va peut-être s'y attarder un peu sur ce graphique. Vous voyez une première partie de mars 2016 à mars 2018, donc là je suis très historique, qui est grosso modo la période pré-quota. Et vous voyez quand même qu'elle se traduisait par des prix en Europe relativement élevés. Et puis, post-quota, parce que c'est quand même ça l'événement majeur qui est intervenu, il y a eu, on ne va pas revenir dans le détail, un effondrement très important des prix. Vous voyez que la courbe est descendue quasiment jusqu'à 300 €, qui ne sont que des moyennes en plus. Et depuis, eh bien, vous voyez que la courbe mondiale du sucre n'a pas du tout la même forme lorsque l'on est en Europe. Et aujourd'hui, on est péniblement, on va dire, aux alentours de 400 €, enfin, certainement un petit peu plus aujourd'hui. Et notre analyse aujourd'hui, c'était que cette hausse post-quota du marché européen doit se poursuivre encore. Donc elle a commencé l'année dernière et elle se poursuit et elle doit se poursuivre cette année, notamment avec toutes les incertitudes de production qui sont les nôtres. Donc ce marché européen, c'est en amélioration aussi, mais en amélioration lente. Et donc notre analyse, c'est qu'effectivement, celle-ci doit se poursuivre.
Nous sommes aussi, et bien évidemment, très impliqués sur le marché de l'éthanol, que ce soit donc au Brésil, c'est la courbe de gauche, ou en Europe, c'est la courbe de droite, avec peut-être le même commentaire que pour le prix mondial du sucre, c'est qu'au moment du Covid, il y a eu une baisse des cours, hein, liée quand même au ralentissement et au très fort ralentissement économique, qui a entraîné une chute des prix de l'énergie que l'on a évidemment répercuté et enregistré dans les différents marchés sur lesquels nous opérons. Mais de la même façon, à peu près que pour le sucre, vous voyez bien qu'il y a eu une reprise de ces cours, une reprise économique, une reprise de l'éthanol, qui fait que, en tout cas, au niveau brésilien, les prix ont été meilleurs, ce qui évidemment nous a amené, comme on a une certaine flexibilité dans la production, à privilégier la production d'alcool par rapport à la production de sucre, et également donc sur la partie européenne, où les prix sont en moyenne restés assez stables, mais assez rémunérateurs, et sont venus quand même soutenir nos activités. Alors l'impact Covid-19, bien évidemment, il a touché tout le monde, il a touché les organisations, il a concerné Tereos. Ça s'est traduit par une forte volatilité des marchés mondiaux. Je crois que vous l'avez vu dans la partie sucre et dans la partie éthanol. Il a évidemment, vous le voyez bien, induit des changements de comportements sociaux, de nos comportements de vie, de nos comportements de travail, mais dans la vie personnelle également. Et donc, toute une partie de marché sur la restauration hors foyer, voilà, qui a connu quand même des baisses, et qui connaît d'ailleurs encore des baisses très, très importantes. Et nous voyons aujourd'hui aussi, et c'est l'élément positif, une sortie de pandémie qui va pour nous être un puissant facteur de soutien de la demande dans les évolutions et dans les mois qui viennent. Alors, on a pris deux exemples d'augmentation importante. Le sucre de bouche, hein, qui a donc été tiré par la consommation des foyers, c'est-à-dire qu'effectivement, la consommation à domicile a reconnu une hausse. Et il n'y a pas que le sucre, hein, plein d'autres produits ont connu cette évolution. Donc, vous voyez que là aussi, nous avons accompagné cette évolution. On a su s'adapter. Et puis également sur l'alcool sur faim, et donc avec des hausses soit dans les secteurs pharmacie ou dans les secteurs cosmétiques qui ont été importantes. Donc voilà, ce Covid a introduit beaucoup de changements dans l'organisation du travail quand même, et je pense qu'il faut souligner que Tereos a pris beaucoup de mesures de sécurité et a bien su maîtriser en France et à l'étranger la situation et la composante sanitaire de cette pandémie, mais sur la composante économique également, a su adapter ses productions, son organisation pour s'adapter à cette évolution de nos clients. Voilà, donc cette mobilisation totale, il faut, je pense, aussi en profiter pour rendre hommage à l'ensemble des salariés et au travail et aux efforts qui ont été les leurs. Ça nous a permis effectivement de manifester notre solidarité par, vous le voyez, un élan solidaire, puisque 270 000 litres d'alcool et de gel hydroalcoolique ont été finalement dispensés auprès des différents intervenants sanitaires dans cette gestion. Et puis, donc aussi, c'est l'occasion, vous le savez, que la production et Tereos a été reconnue comme étant d'intérêt stratégique et d'intérêt vital pour la souveraineté alimentaire du pays. Donc, c'est effectivement, on en est très fiers. C'est aussi une responsabilité que de répondre aux attentes qui sont induites par cette situation-là. Voilà, donc la sécurité des collaborateurs a été assurée et nous sommes adaptés aux changements économiques. Alors si on passe rapidement par division ce qui s'est passé, donc l'an passé, un phénomène majeur dans la partie sucre Europe, vous le savez, la production de betteraves a été impactée par la jaunisse. Notre production a chuté de 18 millions de tonnes à 13 millions de tonnes de betteraves. Donc c'est un véritable enjeu sanitaire. Ça a été évidemment un facteur défavorable pour cette activité. Mais au-delà de ça, vous le savez, c'est les dérogations sur les néonicotinoïdes qui ont été consenties par le gouvernement et qui nous permettent aujourd'hui d'assurer et de maintenir autant que faire se peut la qualité de cette production.
Les surfaces en blavé sont restées stables dans ce contexte et je pense qu'on peut s'en féliciter. Donc elles permettent d'avoir une stabilité des perspectives de production. Nous verrons bien évidemment ce qu'il en sera au moment de la récolte. C'est encore trop tôt pour en préjuger. Ce que vous voyez également dans le sucre Europe, c'est les évolutions de prix de betterave qui ont été payées à nos adhérents et à nos coopérateurs. Vous voyez qu'après la diminution jusqu'à la campagne 19-20, eh bien, un retour à la hausse maintenant se manifeste. Il est progressif, mais notre ambition à nous, évidemment, c'est de rémunérer au mieux et de continuer et d'améliorer cette rémunération qui maintenant, elle aussi, suit les évolutions du marché, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Donc vous avez là la version du marché volatile côté production. Sur la partie internationale, l'an passé, le point clé, c'est une campagne record au Brésil qui a pleinement profité à l'ensemble de notre dispositif industriel et dont on a pu tirer effectivement profit et performance, vous le verrez dans les chiffres. Donc ça, c'est une performance opérationnelle record. Mais comme je le disais, les années passent et elles changent. Et cette année, le Brésil est affecté par une sécheresse importante qui induit des tensions sur le marché du sucre. Sur le sucre international, notre position, c'est 5 usines parmi les 10 premières du secteur en matière d'efficacité industrielle. Donc, quelque part, c'est une implantation de qualité. J'y reviendrai. Des ventes d'énergie verte, hein, effectivement, l'éthanol a été très soutenu au cours de l'exercice. Et puis, nous avons entamé maintenant un programme de digitalisation de l'ensemble de nos activités industrielles pour en tirer le meilleur parti et améliorer notre productivité. Au Brésil, nous sommes présents aussi dans toute une chaîne qui va de la production de canne à la production industrielle et désormais aussi avec un dispositif logistique export. Le Brésil est très exportateur de sucre et donc nos activités en bénéficient pleinement. Sur le sucre international, j'en profite également pour situer que les activités dans l'océan Indien se sont maintenues à un niveau honorable et correct au cours de l'exercice. Pour ce qui concerne le marché de l'amidon et des produits sucrants, nous sommes là aussi sur un marché stable, mature en Europe, donc il n'y a pas de progression très importante, malgré la crise sanitaire, mais évidemment ça induit donc une stabilité du marché, une concurrence forte. Deuxième caractéristique, nous travaillons beaucoup de blé et de maïs dans cette activité. Et vous le savez, le blé et le maïs, comme beaucoup d'autres matières premières, y compris agricoles, ont connu de très fortes hausses au cours de l'exercice. Et donc, nous avons dû faire face à cette situation et répercuter auprès de notre clientèle les hausses de matières premières dans un mouvement beaucoup plus général que vous connaissez. Et puis, des concentrations se sont poursuivies, ce qui est assez logique et classique dans un marché en progression, en maturité. Évidemment, les concentrations se poursuivent. Globalement, nos usines ont tourné à plein. Donc, de ce point de vue-là, industriellement, on peut être satisfait avec des cadences élevées, des records de broyage. Vous le verrez, nous sommes quand même beaucoup plus nuancés dans notre appréciation lorsqu'il s'agit ensuite de regarder quelle est la profitabilité qui a résulté de l'ensemble de ces activités, mais qui, sur le plan industriel, se sont situées à un très très bon niveau. Voilà un petit focus rapidement sur l'alcool et l'éthanol, qui est commun à nos activités amidon, à nos activités au Brésil et à nos activités sucrières en France. Donc vous voyez qu'en France, évidemment, la progression est soutenue dans le SP 95. Donc nous avons des leviers importants d'évolution dans ce marché-là. Et surtout, pour nous, l'éthanol, c'est aujourd'hui le marché qui répond quand même rapidement aux enjeux climatiques et de diminution des gaz à effet de serre. C'est une solution, évidemment, qui est à privilégier pour améliorer l'émission des gaz à effet de serre dans nos activités industrielles et de transport. Je commenterai rapidement l'éthanol au Brésil, c'est pareil, évolution en hausse également, donc on en profite. Et également dans les alcools, on en a parlé tout à l'heure, dans la partie hygiène, mais aussi dans le bio qui se développe et que l'on accompagne. On accompagne évidemment ce mouvement-là.
Voilà, je pense que c'était le panorama des activités et des faits marquants 2020-2021 sur le plan économique. Et donc, je passe la parole à Gwenaël, directeur financier de groupe, pour la présentation des résultats. Gwenaël. Merci. Bonjour, donc quelques mots sur les résultats financiers du groupe. En termes de contexte, comme l'a dit Philippe, le maître mot, c'est instabilité, je dirais, avec au premier plan la crise, la pandémie du Covid-19, qui a fortement impacté un peu nos marchés, qui sont par essence volatiles, mais la volatilité a été accrue sur l'exercice 2021. Comme vous l'avez vu sur le marché du sucre, comme sur le marché d'éthanol, on a connu un plus bas en mars 2020, brutal, historique par exemple, sur l'éthanol en Europe, suivi d'une remontée assez tout aussi brutale, je dirais, des cours. Si l'on regarde du côté des achats, que ce soit en grains ou en gaz, on a connu également de très fortes variations. Et cette volatilité n'a pas concerné uniquement les marchés des commodities, mais également a touché le marché des monnaies. Par exemple, le réal brésilien a dévissé. Et en moyenne, la conversion du réal en euros sur l'exercice 2021 est inférieure de 37% à la conversion qui était appliquée sur l'exercice 19-20. Cette volatilité s'est également étendue, ou cette variation s'est également étendue aux parties agricoles, aux productions agricoles. Et sur l'exercice 2021, nous avons connu à la fois une campagne sucrière record au Brésil, sur notre actif TSEB, avec 20,9 millions de tonnes de cannes qui ont été traitées. Et à l'inverse, on a connu une campagne historiquement basse en Europe, et notamment en France, du fait de la jaunisse virale, mais également de conditions météo qui étaient défavorables. Et donc, on a eu une récolte en France de 13 millions de tonnes de betteraves contre 18 en moyenne. Alors, notre métier, par essence, Tereos, est sur des marchés qui sont volatiles, sur des productions agricoles qui sont variables. Donc, par essence, notre métier est de gérer cette volatilité et ces variations. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que sur nos résultats 2021, nous avons des résultats opérationnels qui, en dépit de cette forte variation ou cette forte volatilité dans notre environnement économique, sont en progrès, mais on le verra, sont affectés par des dépréciations. Et donc, cela donne des résultats qui sont en deçà de nos ambitions. En débutant par le chiffre d'affaires, nous avons un chiffre d'affaires de 4,3 milliards, qui est en hausse de 1% à taux de change constant et moins 4% à taux de change courant, qui reflète, je dirais, la contraction de l'activité brésilienne exprimée en euros du fait de la dépréciation du réal. En termes de résultats opérationnels, le premier palier, c'est l'EBITDA. l'EBITDA ajusté. On est à 465 millions contre 420 l'exercice précédent, donc c'est une progression. Succinctement, on a une progression des deux activités sucre Europe et sucre international. On a une contraction de l'activité amidon, comme l'a dit Philippe. Cela est dû à la fois à des effets de marché avec un relèvement du prix des céréales en fin de période, mais également lié à une politique commerciale qui était, notamment sur la partie Europe, qui était focusée sur les volumes et non sur les marges. Donc des gains de part de marché sur un marché stable, ça se traduit par des contractions de marge. Et donc en termes de résultats, ce n'est pas la politique commerciale la plus adaptée. Lorsqu'on passe de l'EBITDA à l'EBIT, c'est-à-dire en gros, on enlève les dépréciations, pas que, mais principalement les dépréciations amortissement, on a cette année 86 millions d'euros d'EBIT récurrents, c'est-à-dire hors éléments non récurrents par définition, c'est-à-dire à peu près multiplié par 3 par rapport à l'exercice précédent. C'est mieux, mais on le verra, c'est insuffisant pour avoir un résultat net positif. C'est mieux parce que, évidemment, on multiplie par 3, et ça sur toutes les divisions. C'est insuffisant parce que face à cela, on a un résultat financier qui, selon les années, est entre 130 et 150 millions, 128 millions cette année. Sur le résultat net, cette année, moins 133 millions. Une perte groupe de moins 133 millions, qui est impactée essentiellement par des éléments exceptionnels ou des éléments dits non récurrents. Entre autres, 76 millions de dépréciation d'actifs, mais on a également 65 millions d'éléments dits exceptionnels. Donc si l'on enlève les éléments exceptionnels et dépréciations d'actifs, on serait à peu près à résultat net à l'équilibre. Cela veut donc dire qu'on a des progrès au niveau des résultats opérationnels, mais cela n'est pas suffisant pour intrinsèquement, hors éléments exceptionnels, pouvoir avoir un résultat net positif.
En termes de cash flow, on retrouve à peu près le même, la même vision. C'est-à-dire que cette année, on a un free cash flow qui est positif, de l'ordre de 65 millions. Ce free cash flow est essentiellement positif du fait de la contraction du BFR, du besoin en fonds de roulement. Hors BFR, donc on serait à free cash flow à peu près à l'étal. Contrairement à l'an dernier, on avait un free cash flow qui opérationnellement qui était fortement négatif et qui n'avait été ramené à l'étal que par la cession d'actifs qui avait dégagé un cash de l'ordre de 225 millions en net des acquisitions. Donc cette année également, au niveau du free cash flow, on a à peu près la même vision que sur le PNL, c'est-à-dire sur le compte de résultats. En dépit de résultats qui sont en forte progression, on arrive tout juste à avoir un free cash flow à peu près à l'étal. Donc c'est insuffisant, on le verra, si l'on veut réduire la dette. Donc il en ressort une dette nette qui est stable, à 2 533 millions. Et cela ramené à l'EBITDA ajusté de 465 millions, ça nous donne un levier d'endettement qui est en baisse, certes, à 5,5 contre 6,1 à fin mars 2020. Mais ça reste extrêmement élevé et beaucoup trop élevé par rapport à nos métiers. Donc, nos métiers qui sont sur des commodities, donc on est sur des cycles. Une société qui est sur des cycles d'activité doit pouvoir avoir une structure financière qui lui permet de franchir les bas de cycle de manière, je dirais, sereine. Et pour pouvoir franchir ces bas de cycle de manière sereine, il faut un bilan qui soit relativement solide. Un levier de 5,5, ça ne reflète pas un bilan solide. Quelques mots sur nos structures de vente, en commençant d'abord par les productions. Donc Tereos se définit parfois comme un groupe sucrier. En fait, le sucre, notre activité historique, ne représente que 40% aujourd'hui de nos ventes. À côté de cela, vous avez les produits sucrants, que vous voyez à 12,6%. Ce sont en fait des sucres base céréales. Donc on est un gros acteur, un grand acteur des produits sucrants, à la fois base saccharose, base canne ou base betterave, et produits sucrants qui sont base céréales. Vous avez également une grosse portion qui est l'alcool et l'éthanol. L'alcool, c'est à la fois pour spiritueux et l'alcool industriel. L'éthanol, c'est l'alcool en fait pour les carburants. Un peu plus de 20% de notre chiffre d'affaires. Et Tereos est un des rares groupes qui maîtrise parfaitement la production d'alcool sur 3 bases, je dirais, de matières agricoles. C'est la canne, la betterave et les céréales. Ensuite, vous pouvez voir, on produit de l'amidon. Ça, c'est pour les papiers cartons, c'est base céréales. Nous avons également des productions qui vont à nutrition animale. Globalement, c'est le paquet des coproduits de nos différentes productions d'origine, à base de canne, céréales et betteraves. Et nous avons également une portion 6%, protéines, c'est essentiellement le gluten de blé, mais pas que, qui fait sur ce marché, Tereos est l'un des acteurs majeurs du gluten de blé, donc une très forte capacité et connaissance know-how sur les protéines végétales, qui est un secteur qui est en expansion, car actuellement, comme vous le savez, il y a une très forte expansion des protéines végétales qui tendent à remplacer les protéines animales. Dernier point également, qui est classé en autres, c'est les énergies, dont la production d'électricité à partir de bagasse, essentiellement au Brésil et à La Réunion. Si l'on regarde cette structure de chiffre d'affaires, non plus par rapport aux produits, mais par rapport aux marchés finaux, nous sommes un groupe agroalimentaire, donc effectivement, l'alimentaire représente une part importante de nos marchés, mais simplement 54%, un peu plus de la moitié. À côté de ça, nous avons des activités qui sont sur l'énergie. Aujourd'hui, c'est 15%, c'est y compris l'éthanol. L'alimentation animale, 12%. Et vous avez ensuite le paquet autres qui représente à la fois de la pharmacie, de la nutrition, de la santé, de la chimie verte et du papier carton, qui représente à peu près 20% de nos activités. Donc une diversité qui nous permet d'être relativement stable, on l'a vu en termes de chiffre d'affaires, quel que soit l'environnement économique. Un mot sur notre structure financière, comme on l'a vu. Donc vous voyez l'évolution de la dette sur 4 exercices. Donc vous voyez que depuis mars 19, depuis l'exercice 19, nous avons une dette qui évolue en dette nette financière entre 2,5 milliards et 2,6 milliards. L'effondrement post-quota des résultats, notamment sur le sucre Europe, fait que nous avons atteint un levier très élevé à fin mars 19 de 9,1. Vous voyez que ça progresse dans le bon sens depuis lors, mais on est à 5,5, ce qui reste un levier trop élevé. En termes de perspectives à court terme, donc nous avons trois étapes sur les 18 prochains mois.
on a un premier semestre, avril-septembre 2021, où nous comptons sur un EBITDA stable par rapport au semestre équivalent de l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'on va avoir une pause dans la progression de nos résultats, et cela du fait de deux facteurs essentiels. D'une part, la production de sucre base betterave en Europe et particulièrement en France a été en forte contraction du fait de l'impact de la jaunisse virale l'an dernier, moins 26%. Donc on a des ventes qui vont être relativement en baisse sur ce premier semestre. Et également, il faut compter sur le redressement de la politique commerciale de la division amidon en Europe, qui donc était passée, qui est en train de faire un transfert d'une politique commerciale volume vers une politique commerciale plus axée sur les marges. Et ça va se retrouver dans les résultats progressivement au cours de ces 6 premiers mois. Sur le deuxième semestre, d'octobre 21 à mars 22, on aura le plein fruit de cette réorientation de la politique commerciale sur l'amidon, plus une nouvelle campagne sucre qui sera théoriquement, normalement, dans la moyenne quinquennale, donc une récolte normale, donc une reprise des volumes de vente sur le marché européen. Donc là, on devrait avoir un second semestre en progression par rapport à l'équivalent de 2021. Et finalement, tout ceci va faire qu'on va avoir un décalage de 6 mois par rapport à la guidance d'EBITDA qui avait été donnée par le passé sur l'exercice 21-22 qui était de 600 à 700 millions. Ces 600 à 700 millions guidance seront atteints fin septembre 2022 et non fin mars 2022. Pour illustrer un peu le contexte sur cet environnement 21-22, sucre et renouvelable Europe, donc une campagne betteravière qui est en cours, qui est avec surface stable et des rendements qui devraient revenir à la moyenne quinquennale. Des tensions sur le prix du sucre Europe, c'est-à-dire des prix du sucre Europe qui devraient être en hausse significative du fait de la tension sur les marchés mondiaux et du fait d'un bilan marché européen qui est tendu. Sucre et renouvelable international, nous avons une campagne canne qui devrait être en retrait du fait de la sécheresse au Brésil, mais du fait de cours mondiaux élevés et de prix de l'éthanol élevés sur le marché intérieur brésilien, on devrait avoir des résultats relativement stables. Amidon, produits sucrants et renouvelables. On a une envolée des cours des céréales, mais on a en parallèle, on a une montée en puissance de la nouvelle stratégie commerciale qui devrait assurer une progression des résultats de cette division. Je vais laisser la parole maintenant à Gérard Clé. Bien, maintenant, après avoir fait le constat, après avoir partagé avec vous les résultats de l'année écoulée, force est de constater que les résultats sont insuffisants. On va travailler évidemment pour les améliorer. Au-delà de ça, n'oublions pas non plus que nous sommes en coopérative et les 12 000 coopérateurs attendent de leur coopérative qu'ils reçoivent la plus-value de la transformation de leurs produits. Notre orientation stratégique, elle est claire. Dans un premier temps, il faudra bien évidemment vivre une phase de consolidation du groupe et ensuite on repartira vers la croissance. Avant tout, rappeler que notre vision, c'est bien évidemment de valoriser la ressource végétale. Ça, nous savons le faire au niveau des produits de nos coopérateurs, mais aussi au-delà à travers la canne et le blé qui est issu aussi de la production de nos coopérateurs. Réaffirmer bien évidemment notre mission de coopérative, parce qu'on est en coopérative et la coopérative, c'est pour apporter une valorisation des produits, mais avant tout, il faut renforcer un lien avec nos coopérateurs. Et ce lien, cette transparence, cette confiance, nous voulons la travailler, nous voulons l'acquérir et nous allons aller à la rencontre des coopérateurs dans les jours qui viennent. Et nous avons organisé 9 réunions en présentiel sur le périmètre Tereos d'Orléans à Dunkerque pour justement aller à la rencontre des coopérateurs, échanger avec eux et voir dans quelle direction nous leur proposons d'aller. Bien évidemment, au-delà de ça, ce n'est pas une fin en soi que d'établir des liens avec les coopérateurs. Il faut que pour que les liens perdurent, valoriser au mieux le prix de la betterave. Au niveau de l'orientation stratégique, il faut aussi prendre en compte les défis économiques auxquels nous devons faire face. Bien évidemment, nous devons nous adapter à la fin des quotas. Alors pourquoi je vous dis pourquoi nous adapter à la fin des quotas? Parce qu'on s'aperçoit qu'on est toujours en période de transition et que le marché
peine à retrouver de nouveaux repères de la période post-quota. Retrouver de nouveaux repères, bien évidemment encore, pour une meilleure rémunération de la betterave, pour avancer et assurer nos surfaces betteraves. Gonal Elias l'a dit aussi, les résultats sont insuffisants, il faut améliorer fortement notre compétitivité pour deux raisons, le prix, la rémunération des produits, mais aussi résister au bas de cycle du marché du sucre. Et mettre ensuite en œuvre toutes les synergies de nos métiers, c'est un axe qui avait été initié par Tereos depuis quelques années. Néanmoins, aujourd'hui, il reste insuffisant et on va s'efforcer de renforcer. Au niveau des défis sociétaux maintenant, 3 défis sociétaux. Défi climatique, par l'évolution du climat. D'abord, en tant que paysan, au niveau de nos exploitations, on doit aussi y faire face à cet dérèglement, à cette évolution. Chacun l'appréciera à sa guise. Néanmoins, on doit bien évidemment prendre en compte cette évolution et répondre aussi à la demande de la société en réduisant notre empreinte carbone sur l'ensemble de la chaîne d'activité. Ce qui va de pair, c'est les défis énergétiques et les évolutions. Il va de soi que la décarbonation de nos outils passe par cette étape-là et que l'utilisation de biomasse, les économies d'énergie, ce seront des axes importants qu'il faudra travailler dans les mois qui viennent et même dès maintenant. Et bien évidemment, l'attente de la société, c'est qu'elle souhaite une production plus saine, plus locale et un réel défi alimentaire qui nous attend. Peut-être le moment aussi de préciser que Tereos est un acteur de la souveraineté alimentaire et souveraineté industrielle de la France. Voilà, je vais passer la parole à Philippe de Rênal. Très bien, merci. Alors donc, maintenant on a le point de départ, on vous l'a présenté. On a la toile de fond économique de l'année dernière, de cette année, des années futures telles qu'on le voit, les défis qui sont les nôtres. Donc aujourd'hui, comment nous allons opérer au sein du groupe Tereos ? Au sein du groupe, nous allons nous appuyer avant tout sur les atouts du groupe. Parce qu'il y en a, clairement, que nous connaissions, que les audits ont mis en évidence. Et le premier, qui est effectivement nos 12 000 coopérateurs et nos 23 000 collaborateurs, c'est une chaîne qui nous permet d'avoir une grande cohérence, on le verra, sur des empreintes locales, dans la fourniture des matières premières agricoles et dans tout le processus de valorisation. Le deuxième élément pour lequel effectivement nous ne sommes pour rien, mais qui est la météo, on l'a vu dans les marchés, c'est que globalement on a plutôt aujourd'hui un marché en meilleure situation qu'il était il y a encore 2 ans. Donc ça fait partie des vies du cycle. Et notamment en Europe, nous apprenons aujourd'hui progressivement à vivre un marché cyclique qui ne l'était pas avant. Alors il a commencé par la baisse et nous sommes en train d'apprendre et de nous adapter à la hausse, mais on en est loin. Un point important également, évidemment, en dehors de la richesse humaine, qui est un point majeur, ce sont aussi les positions stratégiques et commerciales du groupe sur ces 3 piliers. Il y a eu peut-être dans le passé des interrogations qui ont pu être émises, pas en interne, mais peut-être dans les médias ou à l'extérieur, sur notre présence, évidemment Sucre Europe, mais également au Brésil ou dans le secteur de l'amidon. Clairement, ce sont aujourd'hui des atouts majeurs pour le groupe. Sur ces 3 piliers-là, on va s'appuyer dessus, on va les garder, on va les développer, on va les travailler et on va les améliorer, on va voir dans quel sens. Donc évidemment, le Sucre Europe, c'est notre activité régalienne, c'est la transformation de la betterave de l'ensemble des productions de nos adhérents. Donc bien évidemment, nous continuons notre adaptation. Mais également le dispositif au Brésil, qui est aujourd'hui très performant, avec des parts de marché significatives, un niveau de productivité et d'excellence par rapport au marché brésilien qui est de qualité.
Et c'est pareil en amidon, même si ponctuellement les résultats ont pu être en retrait et décevants cette année, mais les fondamentaux à long terme sont bons et évidemment, on va s'appuyer dessus. Donc ces trois piliers-là, sucre Europe, le sucre au Brésil et à l'international, hein, je vous rappelle également que nous sommes présents dans l'océan Indien et nous continuerons bien sûr à y être présents, et les amidons sont les trois piliers sur lesquels on va continuer à s'appuyer. Alors, dans un premier temps, le point de départ, il vous a été traduit sur le plan financier. Clairement, nous devons, avant évidemment d'envisager tout mouvement stratégique majeur, nous remettre dans une situation de retrouver des capacités d'action. Donc c'est back to basics, reconfirmer et revenir aux fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est quoi? D'abord, les fondamentaux, on l'a dit et je pense que ça a été confirmé, il faut améliorer notre rentabilité, il faut améliorer le résultat du groupe. C'est la meilleure assurance pour nos coopérateurs, pour les collaborateurs, pour nos clients et pour la pérennité du groupe. Donc ça, c'est un point de passage incontournable. Amélioration de la productivité et de la compétitivité et des endettements pour nous permettre aussi d'avoir des marges de manœuvre par rapport aux événements qui se présenteront dans le futur. Ça, c'est le programme des 2 prochaines années, 21-22. Et à partir de 23-24, effectivement, nous avons potentiellement, on y reviendra, un certain nombre de relais de croissance sur lesquels, d'ores et déjà, nous travaillons, un peu comme des graines que nous mettrions en germe, qui sont dans des domaines notamment de l'énergie végétale ou également de la protéine végétale, sur lequel le groupe a déjà des savoir-faire importants et qui correspondent aujourd'hui à des demandes sociétales aussi importantes et fortes. Pour améliorer notre efficacité opérationnelle, on va s'appuyer sur 3 éléments. Éléments d'excellence commerciale. Clairement, nous tournons la page d'une stratégie de volume qui a été aujourd'hui privilégiée par le groupe, c'est son histoire. Nous pensons que pour demain et pour répondre aux défis de demain, il faut passer maintenant à une stratégie de marge et c'est elle qui guidera nos actions. Ça passe évidemment par une meilleure valorisation de nos produits. Ça passe par une répercussion des hausses lorsque l'on en a subi. C'est le cas notamment en matière céréalière. Donc ça, c'est quelque chose que nous déployons d'ores et déjà dans le secteur de l'amidon et que nous allons poursuivre et amplifier dans le domaine du sucre et notamment en Europe où, sans revenir sur les graphiques précédents, mais je le soulignais, la part des prix en Europe ne reflète pas aujourd'hui la situation des marchés mondiaux, la situation des fondamentaux de production et nous allons travailler à cette amélioration des marges. Ça peut nous amener d'ailleurs à développer des programmes d'exportation sur le sucre si besoin. En tout cas, c'est pour nous une option parfaitement sur la table. Au-delà de ça, nous avons une recherche et développement appliqué qui n'est pas fondamentale chez Tereos, que nous entendons conserver et qui est pour nous un élément de productivité à 2 niveaux, sur les process industriels, mais également sur les attentes aux clients pour adapter parfaitement nos offres aux attentes de nos clients. Donc voilà, sur le plan commercial, on passe d'une stratégie de volume à une stratégie de marge. Sur le plan opérationnel, industriel, où nous avons évidemment priorisé nos 3 piliers d'activité, nous allons surtout développer les synergies entre les métiers. Je crois que l'empreinte Tereos est assez unique de ce point de vue-là. Et le fait d'être présent sur le secteur de l'amidon, du sucre au Brésil, qui est là même le marché de référence mondial, et en Europe, qui est évidemment notre base historique avec nos coopérateurs et nos adhérents, nous permet, et on en est sûr même, de développer des synergies pour améliorer la valeur à la fois commerciale et industrielle sur nos activités. Donc on va développer ces synergies et donc on va apprendre dans chacune de ces activités à travailler ensemble, à se partager un certain nombre de savoirs et d'informations, de connaissances, de techniques pour développer les meilleures pratiques et améliorer globalement notre efficacité. Et puis sur le plan industriel, nous avons à peu près, sur un horizon de 3 ans, nous investissons à peu près 1 milliard d'euros.
il est évident que la qualité d'investissement de ces milliards d'euros est pour nous très importante. Et donc, on va rentrer dans une mécanique de sélection des investissements, de mesure des investissements, de surveillance des investissements et s'assurer que tout ce qui a été investi a bien produit les effets escomptés. Donc, quelque part, c'est une discipline d'action beaucoup plus grande qui va être la nôtre. Nous allons poursuivre, généraliser des plans de compétitivité pour en faire un plan d'amélioration continue au niveau du groupe, avec évidemment l'ambition d'atteindre la neutralité carbone. Mais ça, évidemment, c'est un intérêt commun que nous avons avec l'ensemble des attentes sociétales. Moins on consomme d'énergie, eh bien, moins c'est coûteux et meilleur c'est pour la planète. Donc c'est un axe de travail permanent que l'on va continuer et amplifier dans le futur. On l'a fait avec des investissements récents, notamment de cogénération sur le site de Rugny. Alors, quand on traduit tout ça en chiffres, et qu'on dit « j'améliore ma compétitivité et je me désendette », ça donne quoi précisément? Eh bien, à partir de cette année 21-22, de toute façon, le groupe aura systématiquement une génération de free cash flow, c'est-à-dire un excédent de trésorerie qui sera disponible, partie pour le désendettement ou pour des projets d'investissement bien calibrés qui auront été identifiés. L'amélioration de la rentabilité, ça veut dire que notre résultat opérationnel, rapporté au chiffre d'affaires, doit au minimum arriver et rapidement à la hauteur de 5%. Ça, c'est ce qu'on appelle la marge d'EBIT, donc le résultat d'exploitation ramené au chiffre d'affaires. Notre ambition pour l'endettement, c'est de redescendre en dessous des 2 milliards d'euros. Donc vous l'avez vu tout à l'heure dans les comptes, nous sommes légèrement au-delà de 2,5 milliards. Donc ça fait une réduction de 20% de la dette. Et ce que l'on appelle le levier, c'est-à-dire le rapport entre l'EBITDA et le niveau de dette, de revenir à un niveau inférieur à 3. Ce sont des exigences qui sont fortes. C'est un engagement important que l'on prend, que l'on chiffre entre nous et que l'on communique et que l'on partage avec vous. C'est pour nous le chemin et en tout cas les balises qui permettront de mesurer l'efficacité de l'ensemble des trois éléments, des trois leviers et des axes d'amélioration que je viens de vous présenter. Voilà, ça, c'est cet engagement-là que l'on prend évidemment aussi bien vis-à-vis de nos coopérateurs que vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires économiques. Cette dimension économique ne nous fait pas oublier, évidemment, que nous sommes une entreprise qui a aussi des défis sociétaux. Tout à l'heure, le président les rappelait. Et donc que nous avons une politique, une responsabilité sociale d'entreprise qui est pleinement intégrée à ce plan stratégique, qui sera déployé et développé de façon plus précise à la rentrée, mais d'ores et déjà sur laquelle nous pouvons présenter à peu près les éléments principaux. Si Tereos est présent mondialement, il a une empreinte locale positive. Alors, concrètement, effectivement, il y a deux choses. Ça veut dire qu'on a des emplois induits, vous le voyez, supérieurs à peu près à 10. Mais au-delà de ça, nous avons un fonctionnement qui est très localisé. Quand nous sommes en France, nous produisons des betteraves en France. Elles font une trentaine de kilomètres pour aller dans une industrie qui la transforme en sucre et qui est vendue en Europe. Donc, on n'importe pas des matières premières d'un continent, une deuxième matière première d'un autre continent, pour faire un produit semi-ouvré sur un troisième pays qu'on enverrait dans un quatrième pays. Cette mondialisation-là n'est pas celle de Tereos. Tereos est présent et se développe et avec une notion de localité, que ce soit aussi bien dans les activités dans l'océan Indien, à La Réunion, au Brésil ou en Europe, où l'on travaille avec la matière première locale et très proche de nos industries de transformation et pour des marchés qui en grande partie sont locaux. Donc cette empreinte locale-là, elle est très forte. Elle donne à Tereos une présence territoriale importante et c'est un acteur territorial important donc de l'économie des pays dans lesquels nous déployons. Ensuite, nous avons effectivement et nous participons comme beaucoup à l'évolution des pratiques agricoles pour qu'elles soient durablement performantes. Et donc, on n'a pas loin d'aujourd'hui des 2/3 de nos matières premières, donc des productions céréalières et de canne, qui sont évaluées et ou certifiées en durable. Évidemment, c'est un axe pour nous de travail et de progression. La décarbonation,
troisième dimension, effectivement, là, il s'agit de réduire l'émission de CO2. Cette émission de CO2 a diminué de 10% l'exercice précédent. Alors, partie pour des questions d'activité, mais aussi partie parce qu'il y a eu une vraie amélioration de la performance industrielle de nos usines globalement. Et je soulignerai que même au Brésil, avec la particularité de la bagasse, eh bien, nous sommes même, on va dire, consommateurs de carbone et finalement, on n'émet pas du carbone, mais au contraire, on réduit la part de carbone qui est émis dans l'atmosphère donc pour répondre à ces exigences climatiques. Donc on est pas mal avancé. Ça nous sert effectivement et ça fait partie aussi des synergies. Elles ont lieu dans le domaine économique, elles ont lieu aussi dans le domaine environnemental pour baisser notre empreinte industrielle. Et vous le savez, la décarbonation est un processus de très long terme qui s'accompagnera inévitablement d'investissements importants du groupe. Voilà. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir dans cette feuille de route à la rentrée d'ici la fin de l'année. Voilà, en tout cas, je vous remercie en essayant de ne pas avoir été trop long et de vous laisser la parole pour les questions et évidemment les réponses que l'on pourra vous apporter. Donc la parole est à vous. Merci messieurs, merci pour ce temps de parole. Nous allons maintenant donner la parole aux journalistes sur le chat. Alors on attend les premières questions. Pour l'instant, on n'a toujours pas de questions sur le chat. N'hésitez pas donc à écrire vos questions, à vous présenter votre titre, votre titre média et vos noms, prénoms. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On a la possibilité de lever la main et de poser des questions. Est-ce que vous m'entendez? Alors on voit qu'il y a des gens qui ont ouvert leur micro, qui ont ouvert leur écran, mais en fait, il faut écrire en fait. Voilà, parfait. Très bien. On ne peut pas poser de questions donc, oralement. Première question. Je peux peut-être commencer. Rédacteur en chef du Betteravier français. Sur la gouvernance, pour finir, gardez-vous le statut de conseil de surveillance et de directoire? Ou allez-vous mettre en place une gouvernance plus traditionnelle avec un conseil d'administration? C'est une... Gérard. C'est une question, je pense, pour Gérard Clé, pour le président. Bien évidemment, c'est une réelle question. La plupart des coopératives aujourd'hui ont adopté le statut conseil d'administration. Depuis longtemps, Tereos avait opté pour le conseil de surveillance. Force est de constater que le conseil de surveillance n'est certes peut-être pas la meilleure solution. Il y a une réflexion qui est en cours. On n'a pas pu mener toutes les réflexions à terme pour cette Assemblée générale, mais c'est un sujet qui va être remis sur la table assez rapidement pour prendre une position claire pour l'année qui vient. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on fonctionne beaucoup plus comme un conseil d'administration que comme un conseil de surveillance par l'implication des élus dans le fonctionnement de Tereos. Merci. Une question des Échos de Marie-Josée Cougard. Quels ont été les résultats des audits? Alors, les résultats des audits, d'ailleurs, on en a fait de nombreux, certains ne sont pas encore terminés. Les résultats des audits, ils ont mis en évidence aujourd'hui que nous avions des leviers d'amélioration de notre rentabilité qui étaient importants dans les domaines commerciaux, dans les domaines industriels, dans les domaines organisationnels. Donc, les résultats des audits, c'était pas tant d'avoir un jugement sur telle ou telle chose, que d'avoir un regard et d'avoir surtout les capacités et les leviers qui nous permettent d'améliorer notre productivité. Donc oui, de ce point de vue-là, nous avons identifié de façon assez très importante et significative, à partir des audits, des marges de manœuvre et d'amélioration, ce qui nous permet effectivement de sous-tendre ce qui a été présenté et évidemment nous donne, entre guillemets, de bonnes indications pour arriver aux objectifs qui sont les nôtres. Et en tout cas, c'est en parfaite cohérence. Donc les objectifs que nous nous fixons sont en cohérence avec le résultat des audits. Bonjour. Alors une autre question de Carole Tribault de la République du Centre. Quel avenir pour l'usine d'Artenay? Qu'en est-il des menaces de fusion avec Cristal-Mignon?
on peut reprendre les discussions sur les usines. Il n'y a pas de question de fusion. Maintenant, au niveau de l'usine d'Artenay, c'est comme sur l'ensemble des usines, il n'y a aucun projet de fermeture d'usine. Sachez que c'est les producteurs qui décident de mettre des surfaces et on adapte l'outil industriel en face. Voilà. Une autre question de Marc-José Cougar des Échos. Quelles sont les pistes de gain de compétitivité? Alors, des pistes de gain de compétitivité, on va retrouver des leviers classiques, hein, c'est-à-dire on en a vu à peu près la moitié de notre compétitivité, elle est dans le domaine commercial et dans la mise en œuvre d'une politique de marge par rapport à une politique de volume. Clairement, une politique de volume s'est traduite dans des marchés matures par finalement des baisses de prix, ou en tout cas des prix insuffisants et des baisses de marge. Et ça, la reconstitution des marges est un des leviers qui, pour moitié, doit permettre d'améliorer notre compétitivité. L'autre compétitivité, elle est organisationnelle, en se concentrant sur nos piliers, en simplifiant l'organisation du groupe, en mettant en œuvre effectivement une réduction des lignes de décision et des capacités de pilotage. Nous allons générer des gains de productivité à la fois industriels et organisationnels. Oui, une question pour la Voix du Nord, s'il vous plaît. Une question d'Adrien Cahuzac du Betteravier français. Comment comptez-vous concrètement passer d'une stratégie de volume à une stratégie de marge, excusez-moi. Une stratégie de volume à une stratégie de marge, est-ce que c'est en augmentant simplement vos prix? C'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question de prix, bien entendu. C'est aussi une question d'offre, c'est aussi une question d'organisation commerciale, c'est aussi une question de positionnement chez les clients, c'est aussi une question de choix et de mix, ce qu'on appelle de produits. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui permettent d'améliorer la marge et de la piloter, et non pas par la pression du volume d'être obligé de baisser nos prix. Donc déjà de revenir à des prix normaux. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît, pour la Voix du Nord. Une autre question d'Adrien Cahuzac. Que comptez-vous faire de vos activités au déficitaire Mozambique, au Mozambique? Alors on va pas répondre sur un sujet, et je ne vais pas répondre sur un sujet particulier, celui-ci comme sur un autre hein, quand même. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu l'occasion de l'expliquer, vous l'avez peut-être en tête évidemment. Nous avons dit que nous faisions une revue de l'ensemble de ces activités-là. C'est vrai que cette revue, aujourd'hui, elle est en grande partie faite. Je crois qu'elle a permis, effectivement, que ce soit au directoire ou au conseil de surveillance, de partager la vision que l'on pouvait en avoir. Je pense que maintenant, on sait clairement à peu près ce qu'on veut en faire et ce vers quoi on va. Par contre, évidemment, ici, nous, on ne va pas commenter telle ou telle situation particulière. Est-ce que vous pouvez détailler la stratégie EpienCo et également vos projets dans la protéine végétale? C'est une question du groupe Réussir de Thierry Michel et de Sylvie Lavabre de LSA. Aujourd'hui, c'est un projet effectivement EpienCo dans lequel on est présent, qui concerne la protéine végétale. On y travaille. On ne veut pas en dire plus pour le moment, mais ça fait partie effectivement des dossiers que l'on travaille activement. Une question de Blandine Caillé pour Agrodistribution. Les perspectives de prix pour le sucre sont plus favorables. Pensez-vous pouvoir prévoir pour la campagne suivante un prix supérieur à 25 € pour les betteraves? C'est une question également posée par François-Xavier Duquesne. Aujourd'hui, la façon dont fonctionne le marché avec sa volatilité, la récolte n'est même pas faite. Il n'y a pas de marché à terme. Donc aujourd'hui, personne, nous comme d'autres, ne peut aujourd'hui dire quel est le prix de la betterave. Il résulterait d'un choix politique, mais il ne résulterait pas d'une situation économique que permettrait une organisation de marché ou des marchés à terme. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un des sujets de la situation post-quota, c'est que nous ne sommes pas, et l'ensemble des acteurs ne sont pas en situation aujourd'hui de dire ou de pouvoir affirmer à quel prix économique ils peuvent payer une betterave, compte tenu du fait que aucun arbitrage n'est quasiment possible à l'heure actuelle.
Certains lèvent la main là, pour poser leurs questions oralement. En fait, les questions sont toutes par chat, donc n'hésitez pas à les poser par chat. Donc une autre question de Marie-Josée Cougar. De quelle façon est-ce que vous entendez maîtriser les coûts de production et les frais généraux que vous avez annoncés? Et les surfaces de betteraves sont-elles suffisantes pour saturer les usines? Deux questions. Peut-être pour les surfaces de betteraves, Gérard. À ce jour, oui. À ce jour, évidemment, les surfaces de betteraves sont suffisantes. Maintenant, il y a des interrogations de la part de quelques-uns de nos coopérateurs sur la suite, par exemple, de la prorogation des NNI, et quelle va être la réaction des coopérateurs par rapport à ce problème-là, par rapport aussi à l'évolution de la PAC, où la PAC demande de plus en plus une diversité des cultures sur l'exploitation. Maintenant, nous restons confiants sur l'évolution. Pour revenir au prix, notre façon d'aborder les choses n'est certainement pas de mettre des prix politiques, de vendre du rêve. La campagne ne fait que commencer, comme le disait à l'instant Philippe de Rênal. L'équilibre offre et demande voudrait qu'on s'oriente vers une hausse des prix. Maintenant, on fera le bilan et on essaiera de rémunérer mieux les betteraves. Merci bien. Une question de Sylvie Carrière des marchés. Est-ce que dans le cadre de la nouvelle politique commerciale, vous allez embaucher des commerciaux spécialisés amidon et produits sucrants? Bon, je ne sais pas comment il faut, si vous avez un CV peut-être à passer ou pourquoi pas. Non, plus sérieusement, ce que vous posez comme question, c'est est-ce qu'en passant d'une stratégie de volume à une stratégie de marge, on a besoin de faire ou éventuellement de compétences complémentaires ou de se renforcer dans tel ou tel domaine? Oui, certainement, d'une façon générale, on a toujours besoin de se renforcer, mais aujourd'hui, ce que l'on mis aussi quand même en évidence les audits, c'est que les équipes de Tereos, et je le disais tout à l'heure en matière d'atouts, les collaborateurs de Tereos, ce sont des gens compétents et motivés, et donc aujourd'hui, notre sujet, il est beaucoup plus d'améliorer la qualité d'exécution, de pilotage de l'ensemble des décisions opérationnelles que l'on peut prendre, d'accroître des compétences particulières. Il n'y a pas de manque de compétences générales au niveau de Tereos. Après, ponctuellement, comme dans toute entreprise, eh bien oui, il y a des évolutions, il y a des évolutions même parfois naturelles qui se font, et on peut intégrer un certain nombre de compétences. Mais aujourd'hui, déjà, Tereos dispose des équipes. C'est ce qui nous donne aussi confiance pour la mise en œuvre et le développement de ce plan d'action. Merci. Une question pour Process Alimentaire d'Amélie de Roeder. Est-ce que vous prévoyez des investissements industriels en France? Si oui, combien et où? Alors, je ne sais pas comment il faut prendre la question. Enfin, je le disais tout à l'heure, quand même, globalement, le groupe sur un horizon de 3 ans et sur l'ensemble des activités, c'est quasiment 1 milliard d'euros d'investissement. Donc, c'est quand même très significatif. Oui, bien sûr, il y a aussi des investissements qui se font en France. Il est évident que de toute façon, nous maintiendrons l'outil, évidemment, au niveau d'efficacité et même en amélioration. Que ce soit industriel en France, au Brésil, à La Réunion ou dans les activités amidonnières en France, en Belgique, bien sûr. Donc oui, l'investissement continue. Mais c'est un investissement très sélectif. Merci bien. Une question de Roeder de Cyril Delamède. Comment comptez-vous atteindre votre objectif d'abaisser le niveau de la dette sous 2 milliards d'euros d'ici 2024? Eh bien, c'est finalement par les deux leviers, c'est-à-dire le premier levier sur l'ensemble de nos activités opérationnelles, c'est de générer un free cash flow positif. Donc ce free cash flow positif, c'est de la trésorerie, c'est tout simplement dit de façon très, très simple, il y a plus d'argent qui ne rentre que d'argent qui en sort. Et donc effectivement, ça permet de se désendetter. Et le deuxième élément également, c'est que sur un certain nombre de situations qui ne sont pas dans le corps du business et dans les piliers d'activité, des options de cession peuvent être étudiées et peuvent être réalisées. Une question de Marie-Josée Cougar des Échos. Comment est-ce que vous comptez gérer la maîtrise des frais généraux?
Qu'en est-il de la cession d'actifs en Asie? Alors on va reprendre le deuxième point, parce que c'est en deux temps. Sur les cessions d'actifs en Asie, ça c'est effectivement, c'est une question de votre part. Aujourd'hui, encore une fois, nous, on ne commente aucune situation particulière. Hein, donc que ce soit en Asie, en Afrique, en France ou ailleurs. Donc là, si vous voulez, on n'interviendra pas dans ce genre de choses. Ça, c'est un premier point. Et dans la maîtrise de la première partie de votre question sur les frais généraux, j'allais dire, on retrouvera les outils habituels que toute entreprise fait pour contrôler ses dépenses, maîtriser sa masse salariale, voilà, qui se fait habituellement. Donc on a ces leviers-là. On sait qu'on a un bon contrôle des dépenses à mettre en place. Et on a des leviers, ça aussi, ça a été identifié dans nos audits. Une question de Yann Boucher de la Voix du Nord. Est-ce que vous envisagez de la croissance externe, une augmentation du nombre de producteurs ou des surfaces de production? Il y aura ensuite une autre question, toujours de Yann Boucher. Est-ce que vous pouvez déjà établir un bilan de la lutte contre la jaunisse virale? Et est-ce que vous allez travailler à des alternatives aux néonicotinoïdes? Alors, croissance externe, je pense que vous l'avez compris, en tout cas dans la première phase du plan, la réponse est non. Alors, il faut dire, sauf vraiment des choses particulières, mais non, c'est pas à l'ordre du jour. Et deuxièmement, pour l'ensemble des autres questions, je vais peut-être laisser le président répondre. En ce qui concerne les alternatives aux néoniques, bien évidemment, aujourd'hui, on a vu qu'elles n'existaient pas. On a vu la catastrophe qu'on a vécue aussi bien au niveau des coopérateurs que de la coopérative. Savoir qu'il a manqué plusieurs millions de tonnes de betteraves l'année dernière et que ça a aussi grevé les comptes de l'année qui vient de s'écouler. Donc, évidemment, il faut travailler sur ces alternatives. Les alternatives, elles sont diverses. La profession a pris le problème en main. Ce n'est pas un problème Tereos, c'est un problème de la profession, de l'ensemble du secteur betterave-sucre français. Et les semenciers aussi font un gros effort de recherche justement pour que ce soit une alternative possible au niveau de la graine et des betteraves qui soient résistantes aux pucerons vecteurs de la jaunisse. Merci. Une question également sur le gel. Combien d'hectares ont été ressemés suite au gel et quel sera l'impact sur la production? Écoutez, 17 000 hectares sur le secteur Tereos. L'impact, on a connu un mois d'avril très froid. Il y a eu des ressemis qui ont été refaits après ces surfaces gelées. On ne peut pas encore mesurer l'impact sur la production globale. Il existera, le quantifier, on est bien capable aujourd'hui. Une question complémentaire de Gabriel Omnes de Réussir Grande Culture sur l'impact sur les surfaces qui ont été ressemées et détruites. Est-ce qu'il y a un impact sur l'absence de traitement des NNI pour les surfaces qui ont été ressemées? Oui, tout à fait. C'est un risque parce qu'il n'y a plus cette couverture NNI. Donc il y a un gros effort de la part des coopérateurs pour faire avec les insecticides classiques, mais ça reste assez aléatoire en termes d'efficacité. Merci. Donc il reste 5 minutes sur cet instant de questions-réponses. Donc une question complémentaire de Céline Delaveille de Reuters. Qu'en est-il du projet d'ouvrir le capital de Tereos? Ça, c'est un projet du passé. Très clairement, effectivement, vous en avez entendu parler. Il y a une volonté d'ouvrir le capital. Pour nous, ce qui est clair, et l'équipe actuellement, ce qui est très clair, c'est que l'activité mère de la coopérative, que ce soit qui est de la betterave, betterave, pomme de terre, luzerne, il n'y aura jamais d'ouverture de capital en ce qui nous concerne. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi sur la diversification, il n'y a jamais... il ne faut jamais dire non, mais il n'y a rien à l'ordre du jour aujourd'hui. Il reste encore quelques minutes pour les dernières questions qui doivent arriver, j'espère. Voilà, donc François Biagini de RIA. Est-ce que vous pouvez donner la part de chiffre d'affaires du groupe en France versus international?
Je vais répondre, 40%. je vais répondre en live. Terros France, c'est 1 milliard. Enfin, Sucre Europe, c'est 1,7 milliard. On doit être à 1,3 milliard. Je dirais on doit être à peu près à 1,8 milliard sur les 4,3 milliards. Mais c'est vraiment du live. Hein. 40%. Ouais. 40%. Merci. Les dernières questions. Il reste quelques minutes. Donc il semble qu'il n'y ait plus de questions. Donc du coup, je vais redonner la parole à Gérard Clé pour conclure cet instant de conférence de presse. Merci à tous. Écoutez, merci pour votre participation nombreuse. J'ai su que vous étiez très nombreux à vouloir participer à cette conférence annuelle. Vous voyez qu'il y a des objectifs très positifs par rapport au travail qui est fait aujourd'hui. Et je vous remercie donc de votre participation et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Merci à vous. Merci à vous tous.